bienvenue pour ce nouvel épisode sur la Teams Community. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré de session, mais là on profite de l'actualité qui est toujours assez riche à propos de Teams. Donc je suis aujourd'hui une nouvelle fois avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Alex. Donc on se retrouve aujourd'hui ensemble sur la partie développement pour parler un petit peu de toutes les nouveautés en ce moment de la plateforme et notamment des nouveautés qui ont été annoncées à Build. Donc je vais commencer un rapide tour d'horizon, moi, des éléments qui m'ont marqué sur cette conférence. C'est ma sélection et je sais qu'Alexis, tu as aussi ta propre sélection, donc on va essayer de compléter avantageusement nos deux points de vue. Je rentre un peu dans le vif du sujet. Une des premières nouveautés sur la partie Application Platform, c'est les évolutions sur les task modules. Les task modules qui sont en fait un moyen d'afficher une pop-up techniquement dans Teams. Ces task modules, il y a un certain nombre d'évolutions qui apparaissent, notamment une meilleure intégration avec les Adaptive Cards quand on veut créer des formulaires responsive en utilisant les Adaptive Cards, et le support de cette fonctionnalité prochain sur mobile. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, parce qu'on avait encore des divergences entre le client desktop et le client mobile. Et donc là, on va pouvoir avoir la même expérience en mode responsive pour lancer des formulaires et des actions dans Teams, à la fois desktop et mobile. Deuxième gros sujet dans les annonces, c'est sur les messaging extensions. Aujourd'hui, on avait déjà un certain nombre de possibilités. La première qui était dans la barre de composition d'un nouveau message, d'aller faire une recherche dans un système ou une application tierce et d'aller partager le résultat de cette recherche sous forme de carte. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà aujourd'hui. Ce qui arrive là prochainement, c'est la capacité sur une seule et même recherche d'afficher plusieurs types de résultats. Je vais vous montrer un petit exemple, mais dans le cas d'une intégration avec un CRM par exemple, sur une seule et même recherche, on va pouvoir rechercher dans les comptes, les opportunités, les contacts, etc. Et donc présenter en fait une interface de recherche beaucoup plus évoluée. Troisième grande nouveauté pour moi, et c'est peut-être la plus importante, en tout cas sur ce qui me concerne et pour les sujets sur lesquels on travaille chez SalesTeam, c'est la possibilité de créer des actions personnalisées qui vont pouvoir être prises par l'utilisateur sur un message précis. Donc en clair, je vais pouvoir, comme vous le voyez, aller directement sur le message contextuel d'une conversation et aller chercher une action personnalisée. Et donc les apps vont pouvoir créer leurs propres actions personnalisées de cette manière-là. Un exemple que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais retourner dans un environnement Teams. Et par exemple, j'ai une news qui vient d'Internet. Et je vais pouvoir, sur cette news, aller déclencher une action, par exemple créer une opportunité, si c'est un de mes prospects qui a fait une annonce intéressante. Et donc je vais pouvoir lancer mon action et par exemple ici créer une opportunité dans Salesforce directement. On voit d'ailleurs que donc ça combine à la fois les custom actions, à la fois les adaptive cards et les task modules. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce formulaire, vu que c'est une adaptive card, il peut être personnalisé très facilement, sans nécessairement rentrer dans du code ou dans du développement lourd. Et juste une petite question, le fait d'utiliser cette fonctionnalité-là, est-ce que tu récupères aussi le contexte du message ? Oui, exactement. Et donc on va pouvoir ensuite réextraire du contenu, par exemple par analyse sémantique sur le contenu du message, pour préalimenter des champs ou récupérer des informations contextuelles, effectivement. C'est là tout l'intérêt de la chose, de le faire directement sur le message. Exactement, et même probablement de compléter ces infos contextuelles à partir des informations du device. C'est un des points sur lequel tu reparleras après, je crois. Par exemple, la localisation ou ce genre de choses. Donc on peut à la fois combiner les infos du message plus des infos contextuelles. Et donc là, on est vraiment très impatient. Là, on le teste un petit peu dans tous les sens. On a la possibilité d'en créer plusieurs, d'avoir différents types d'interactions, mais c'est très riche. Et puis l'autre point, toujours dans les messaging extensions, mais tu m'en reparlais, c'est le link unfurling, c'est ce qui va permettre d'afficher une preview des liens quand on les partage, y compris sur des applications tierces. Typiquement, si je colle l'URL de une URL qui vient de mon CRM, je vais pouvoir afficher des données
qui viennent du CRM directement dans la vignette qui s'affiche en prévisualisation, par exemple. Donc évidemment, on est super impatient d'avoir ça à dispo, sachant que c'est tout aujourd'hui en preview. Et ça utilise les cards, je crois. Ouais, ça utilise les cards, effectivement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser en fait le rendu de la prévisualisation qui est affichée. Et puis, le dernier point, et non des moindres, c'est les app policies. C'était une demande qu'on avait fréquemment de la part de nos clients. C'était comment je peux personnaliser la barre de navigation qui est sur la gauche ici dans Teams. Dans notre application, par exemple, on a différents modules. On a une page d'accueil personnalisée pour Teams, on a la possibilité de créer des Teams à partir de templates, on a des flux d'approbation, bref, on a des paramètres. Différentes fonctionnalités que maintenant, on va pouvoir retrouver dans la navigation directement. Comme on le voit ici, en fait, on peut pousser depuis l'administration centrale d'Office 365 des liens à des populations précises. Par exemple, moi, j'ai accès à Home, New, Approval, mais je peux avoir d'autres populations qui ont d'autres combinaisons d'applications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir pousser donc finalement ces applications et ces liens à des utilisateurs, que ce soit des applications natives ou des applications tierces comme la nôtre. Et donc pour nous, en termes d'adoption ou de déploiement de la solution, ça ouvre des perspectives évidemment très intéressantes. Et puis surtout, ça permet de créer des raccourcis vers des fonctions clés de l'application. Par exemple, ici, on a un bouton New directement ou un bouton Home pour accéder aux fonctions importantes. Donc on est super enthousiaste là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on le teste. Je crois que c'est en ce moment en plein déploiement. Donc certains tenants y ont accès, pas les autres. Mais c'est en cours de déploiement. Moi, je sais que je l'ai pas encore. Ouais, sur les tenants qui ont le sideloading d'apps activé, c'est normalement fin mai, début juin. Ah, d'accord, c'est Ça pour avait ça. été annoncé, donc il y avait sur les tenants, on va dire plus standard, c'est déjà disponible. Donc il y a un petit delta entre les deux. D'accord. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez mes coordonnées si vous voulez poser des questions sur ces sujets-là. Alexis, à toi. Super. Eh ben, écoute, moi, je vais passer un petit peu sur toutes les petites annonces qui me semblaient aussi intéressantes sur la partie Teams. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Donc, hop. Donc, la chose qui me paraissait importante de rappeler, c'est que Microsoft insiste assez souvent là-dessus, c'est que la plateforme, elle permet de créer plusieurs types d'apps. Alors, la première, c'est les first party, mais c'est pas forcément les partenaires qui peuvent la créer, c'est-à-dire que c'est des applications Microsoft qui font partie de tout l'écosystème Office. Donc on voit par exemple là sur le slide les applications Office forcément, mais Power BI, Forms, Planner, etc., qui sont intégrées dans l'expérience Teams. Donc ça c'est forcément intéressant. On a les partenaires ISV qui créent des solutions, comme toi Guillaume, par exemple SalesTeam qui intègre sa solution en tant qu'ISV sur la solution. Et on va en plus de ça avoir aussi ce qu'on appelle les LOB apps. Donc c'est les apps qui sont faites par l'entreprise pour l'entreprise. On va par exemple pouvoir avoir, Microsoft fait souvent l'exemple de la possibilité de commander une navette pour le campus Microsoft ou le prix de la cafette, etc. Donc c'est des applications qui sont intégrées dans Teams, mais qui ont pour but d'être utilisées par les employés de l'entreprise et qui n'ont pas un intérêt à être propagées à l'extérieur. Et la partie verticale solution, c'est ce qu'on voit un petit peu sur tous les types de Teams qui existent aujourd'hui. Les plus connus, c'est celle de la partie éducation, mais on va avoir des déclinaisons aussi sur la partie healthcare, industrie, retail, etc., etc. Alors, il y a quelques annonces que je vais listées qui ont été introduites par Guillaume, mais clairement on retrouve en fait toutes ces annonces au sein de la plateforme Teams autour des différents piliers, donc la possibilité de faire de l'IM, d'envoyer des commandes à partir des messages, etc., etc. C'est aussi lié aux bots et aux connecteurs, des tabs et aussi la possibilité d'intégrer et de communiquer avec Teams sur la partie graphe. Cette partie-là, elle va être bien sûr très étendue, mais étendue, ça veut dire qu'on pourrait faire aussi n'importe quoi. Donc, il faut aussi avoir de bons outils d'administration. Donc, Guillaume, t'en as listé quelques-unes, là, notamment la possibilité de mettre des raccourcis, etc. Mais on va pouvoir mettre aussi l'upload d'applications en mode sideloading. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas sur le store, mais elles vont être uploadées directement depuis un fichier zip.
ou d'utiliser aussi des restrictions sur le fait de dire je veux bien que l'utilisateur installe cette application qui vient du store, mais pas celle-ci, etc., etc. Si je peux me permettre, ce que ça va permettre de faire aussi, c'est de dire qui peut faire le sideloading. Aujourd'hui, on est sur une option C'est qui est vrai. tout ou rien, et là, on va pouvoir définir des populations précises qui auront le droit de le faire ou pas, ce qui amènera un tout petit peu de souplesse dans l'administration. Exactement. Ouais. Ça, c'est un point intéressant et ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et bon, en tout cas, pour les gens, les développeurs dans l'entreprise, c'est un bel intérêt. Et la dernière partie, c'est plus particulièrement pour les ISV qui vont publier des apps sur le store. C'est que le store, le process de publication va changer. Il est intégré à un autre portail, il est un petit peu plus complet. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Guillaume, parce que tu m'en avais parlé une fois, mais on va pouvoir gérer notamment l'internationalisation de l'application et de pouvoir mettre des Exactement. paquets. Et ça, c'est quand même sacrément intéressant. Mm. Et ce qui me semble aussi intéressant, c'est la partie un peu de pouvoir proposer des offres à partir d'une app. Aujourd'hui, c'est que des apps gratuites, mais il y a un aspect financement aussi qui est assez intéressant qui va être introduit sur la plateforme à propos des apps. Si je peux me permettre de compléter ce point-là, puisqu'on est vraiment en plein dedans et que notre application sera présente sur le store très bientôt. En fait, aujourd'hui, on n'a pas de moyen de paiement intégré en fait dans le store, ce qui fait que dans notre application, c'est à l'application de prendre en charge le processus d'inscription, de paiement, etc., etc. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est s'appuyer sur les modes de paiement pris en charge directement par le store. Et donc, ça va enlever de la charge, en fait, évidemment, aux éditeurs comme nous. Ouais, ça c'est super. Et il y a un dernier point aussi, je n'avais pas pensé à en parler, mais c'est le process de validation des apps qui vont être certifiées, je crois, hein, c'est ça, qui est aussi intéressante. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Exactement. Il y a un processus, en fait, enfin, certification ou en tout cas de contrôle qui va être plus formel, avec des guidelines et une documentation associée, ce qui sera quand même beaucoup plus simple à suivre pour préparer le terrain avant de faire une première publication et d'éviter de multiples allers-retours, quoi. On va pouvoir se dire, OK, j'ai ma checklist, est-ce que j'ai tout complété? Ça devrait réduire les allers-retours avec les équipes qui gèrent la validation. On sent l'expérience du gars qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Disons du gars qui aurait bien aimé avoir une checklist un peu plus fine. Voilà. Ouais, je me doute. Donc ça c'est en fait les slides, elles viennent d'une session qui s'appelle What News for Teams Platform, qui a été donnée à Build notamment par Larry Jean, qui est assez, pour qui on voit. Enfin, c'est une personne qu'on voit assez régulièrement autour de la plateforme Teams. Et les deux sujets sur lesquels je voulais revenir, c'est Build Richer Apps et la partie cross-device. Tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est un point assez intéressant parce que ça fait un moment qu'on essaye d'avoir ces fonctionnalités-là, donc c'est plutôt intéressant. Donc rapidement, la partie commande, donc ça tu l'as dit Guillaume, les message extensions qui viennent s'enrichir, sur lesquels on va pouvoir mettre des actions, on va pouvoir mettre des onglets. Aussi la possibilité, le compose box, bon ça existait déjà avant, hein, c'est des choses qu'on mettait dans le manifeste et on pouvait mettre des raccourcis directement sur la partie compose. La command box, c'était pas forcément le cas, mais on va pouvoir maintenant contextualiser la recherche à partir de la command box. Donc la command box, c'est la petite box qui est la box de recherche qui est tout en haut du client Teams. Donc on va pouvoir, à partir de différents points d'input de Teams, donner un contexte directement dans l'app. Donc ça, c'est un point plutôt intéressant. Ça, tu en as parlé tout à l'heure, les tasks modules avec la possibilité de les rendre plus ou moins riches, de pouvoir aussi utiliser le rendu des cards directement dans les tasks modules. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et notamment, c'est un petit parallèle par rapport à Teams, mais il y a aussi une session à build qui est à propos des adaptive cards. Et il y a la version 2 qui est en cours de test. Et elle apporte énormément de nouveautés qui sont très, très, très intéressantes, notamment le bindings d'informations, le support de nouvelles plateformes, etc. Donc ça, c'est aussi un point intéressant et qui va être directement bénéfique pour Teams. Le Smart Link Unfurling, donc ça, t'en as parlé tout à l'heure. Donc avant, quand on rentrait un message dans Teams, ça avait cette forme-là. Si c'était une app tierce, on pouvait juste mettre le lien.
Et maintenant, automatiquement, on va pouvoir enrichir les messages en mettant un message, enfin en tout cas une information plus complète et plus sympa que juste un lien. Je sais pas si ça c'est quelque chose que vous voulez intégrer chez vous, Guillaume, mais je pense que ça peut avoir un intérêt. Ça a un super intérêt parce qu'aujourd'hui, le scénario classique du link unfurling, c'est je partage un lien qui vient d'une page web et il va retrouver la première image, le titre et ce type d'infos. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher dans les applications métiers les données à remonter dans la carte. Et donc, pour notre scénario, nous, où on peut partager des liens qui viennent d'un CRM, c'est évidemment génial comme solution. Ouais. Et enfin moi, ce que je trouve génial par-dessus tout, c'est qu'on réutilise encore une fois les cards. Donc la façon de présenter les données dans Teams, c'est quasiment toujours la même. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est un peu hors sujet, mais peut-être dans une prochaine présentation, je montrerai comment on peut, dans une application, permettre à un utilisateur de personnaliser les cartes lui-même. Ouais. Ces cartes, elles peuvent être dynamiques et on peut maintenant embarquer le designer d'Adaptive Cards directement dans son application. Donc ça ouvre pas mal de possibilités. Je pense que ça pourrait être un bon sujet pour la prochaine édition. Exactement, ouais. C'est pas forcément lié à Teams parce que les cards, Ouais. on peut les Absolument. mettre un peu partout, mais c'est vraiment chouette, notamment par exemple, je pense à Outlook, où maintenant on peut mettre des actions directement dans les messages. Ça peut avoir un intérêt pour lancer des actions directement depuis le contexte dans lequel on est en train de travailler. Bon, ça c'est une autre forme, là, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est juste un autre format de présentation de cards, hein, avec des informations qui sont différentes par rapport à celle qui est au-dessus, mais on affiche juste, une card avec un bouton en plus pour accéder directement à un contexte qu'on a défini, qui a été défini par le développeur. Sur le bot, il y a pas forcément énormément de choses de nouvelles, mais il y a des nouvelles features qui arrivent et qui sont intéressantes, notamment le one-to-one, le groupe chat et le meeting chat. Donc on va pouvoir accéder à tout ça. Et ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, mais ça, c'est juste des fonctionnalités en plus sur la partie bot. Toutes ces fonctionnalités-là, j'en profite parce que je le vois ici sur le slide, mais c'est toutes des fonctionnalités qui sont disponibles en mode dev preview. Donc il faut passer forcément le client Teams en mode dev preview pour pouvoir y avoir accès. On voit donc la première, c'est du one-to-one, la deuxième, c'est en mode groupe, et la troisième dans un meeting. Donc ça, c'est la partie preview des messages. Donc par exemple, Polly, si vous l'avez déjà utilisé, au tout début de Teams, quand Polly est arrivé, c'était assez compliqué et assez pas super simple de créer un sondage, parce qu'il fallait avoir une syntaxe spécifique avec des, alors je me souviens plus, mais je crois que c'était des virgules, etc. pour les différents choix. Là maintenant, avec l'intégration et les previews disponibles directement dans les tasks modules, etc., on peut avoir un truc beaucoup plus sexy. Et donc c'est ce qui montre ici. On peut directement voir les previews ou les intégrer dans la partie meeting. Alors ça, on l'a montré, c'est un peu, je reviens pas forcément là-dessus, mais c'est exactement ce que je viens de dire. Et puis Guillaume t'en a parlé tout à l'heure un petit peu sur les task modules. On peut avoir des task modules un petit peu plus riches. Au début, on n'avait rien, on a eu les task modules, et maintenant on a des task modules un petit peu plus évolués. Je pense que c'est juste après où je reviens sur les différents formats. Voilà, c'est ça. Ici, on va avoir les différentes possibilités de task modules. Soit on fait pas du tout de code et on s'appuie en fait sur juste la déclaration des champs dont on veut avoir accès. Sur une deuxième version, on met un tout petit peu de code en utilisant une adaptive cards, pardon. Et la dernière version, c'est la version la plus puissante, on va dire, où là, c'est une web view et c'est vous qui gérez directement ce que vous voulez présenter en utilisant les composants et les librairies graphiques qui sont disponibles pour Teams. Par expérience, nous on a travaillé sur les trois modes. Peut-être un retour d'expérience rapide. Le premier mode, il est intéressant pour faire vraiment un proto, mais honnêtement, c'est très vite limité parce qu'on n'a que des champs unitaires et en termes de présentation, ça marche pas dès qu'on a plus de 4 ou 5 champs. Enfin, c'est pas adapté. Et puis, il faut penser à la déclinaison sur mobile. Donc, ça veut dire que si on a un formulaire un tout petit peu plus complet, les Adaptive Cards, donc la version low-code, est beaucoup plus adaptée. Maintenant, quand on a des règles métiers ou quand et on va plutôt utiliser en fait la version low-code quand on est intégrateur, on va dire, et qu'on ne veut pas se lancer dans un développement ou dans quelque chose de compliqué. La version custom est parfaitement adaptée pour les ISV.
parce que là, ça veut dire on peut parfaitement maîtriser des règles de gestion complexes, apporter le design qu'on souhaite. Donc ça reprend bien en fait les 3 niveaux de complexité et le niveau d'investissement relatif qu'on peut mettre sur chacun, quoi. Ouais, bon ça c'est vrai que c'est les 3 déclinaisons dont tu parles, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, les 3 cas d'utilisation, ils sont c'est tout à fait ça. Je pense que la partie no code, c'est vraiment très très simple, mais Ouais. ça a un intérêt, pourquoi pas pour comme tu dis, pour faire juste un test ou pour avoir juste comme là, question et 3-4 solutions. Je pense que ça a son intérêt en tout cas. Oui, bien sûr. Je voulais juste évoquer que on va utiliser la version low-code en tant qu'ISV sur des formulaires simples, parce qu'on a pas différents types de formulaires. Et il y a une partie des formulaires qu'on a qui sont simples et qu'on veut rendre personnalisables. Et donc dans ce cas-là, utiliser une adaptive card, c'est vraiment intéressant, parce qu'aussi ça garantit le rendu sur mobile. Alors que quand on est en custom, ben, c'est à nous de maîtriser l'aspect responsive, la compatibilité cross-border, etc., etc. Ouais, et puis les adaptive cards, tu les utilises peut-être, tu auras peut-être un intérêt de les réutiliser, non pas dans un autre environnement que Teams. C'est aussi Absolument. l'intérêt d'utiliser les adaptive cards. Exactement. Sachant que il y a maintenant des renderers, comme on dit, donc qui permettent de faire l'affichage et la gestion de ces cards pour à peu près tous les types d'hôtes. Pour Teams évidemment, mais pour du web et pour du développement natif mobile, pour iOS ou Android. Je crois même qu'il y a un client, un renderer React Native, si je me trompe Ouais, pas. exactement. Ouais. Donc ça, c'est vachement intéressant. Ouais, ça c'est toutes des choses qui sont dans la session dont je parlais. On pourra mettre le lien Ouais. sur la partie V2 et c'est exactement ça. Sur les tables, ça Guillaume, tu l'as précisé tout à l'heure, mais notamment la possibilité pour les tables d'accéder à des informations personnelles qui sont liées au device. Donc la caméra, je sais pas, ça pourrait être une application et qui veut prendre une photo directement depuis Teams, on va pouvoir le faire. Ou par exemple, Guillaume, toi c'est un cas, je pense, qui va t'intéresser, c'est la localisation, de pouvoir Carrément. taguer directement l'information ou bien proposer une action en fonction de sa localisation, etc. Il y a plein de scénarios sur les applications qui vont être très intéressants et en particulier quand on utilise Teams sur l'application mobile. Ouais, Là, ça va vraiment être canon, quoi. Ouais, je me souviens que tu m'avais parlé d'un use case pour toi où tu Mm. voulais proposer des prochains meetings à un commercial et de pouvoir lui dire ok, je Exactement. suis ici, voici le meilleur chemin et la meilleure façon de te rendre chez ton prochain client. Ouais, exactement. Non, on a plein de scénarios intéressants pour ça. J'en doute pas. Alors celle-là, je pense que ça, Guillaume, tu dois être aux anges parce que on en a parlé à plusieurs reprises, mais je sais qu'il n'y a pas que toi, mais il y a énormément de clients qui demandaient cette fonctionnalité-là. Aujourd'hui, c'était possible, mais il fallait passer par SharePoint où l'expérience utilisateur n'était pas terrible. Donc c'est le SSO dans les tabs. Donc on va pouvoir récupérer non pas que les informations d'utilisateur, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, récupérer c'est tel utilisateur qui est connecté, il est dans tel channel, etc. Mais on va pouvoir aussi récupérer un token pour pouvoir effectuer des actions en son nom directement dans le tab, sans avoir à lui redemander l'authentification. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Aussi, on va juste confirmer qu'on autorise l'application à accéder aux informations de Teams sans avoir à rentrer à nouveau les credentials. Ouais, ça, c'est vraiment fabuleux en termes d'expérience, puisque historiquement et jusqu'à aujourd'hui, quand on avait une application tierce qu'on intégrait sous forme de tab dans Teams, en gros, c'était quand même à peu près comme une grosse iframe. On Ouais, a quand c'est à même peu pas près beaucoup ça. il y avait d'autres choses, hein, mais, on avait assez peu d'infos de contexte et surtout pas le jeton, donc aucune possibilité d'accéder au graphe. Là, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment intéressant. Exactement. Est-ce que tu sais s'il y a une date de disponibilité pour ça? Non, je pense que pour le coup, là, il y a marqué Coming Soon, c'est même pas en dev preview, donc Ouais, je pense que ça va arriver, mais je sais pas quand. Bon, je suis dans les rangs et dès que ça Ouais. sera dispo, on fera un retour dessus. Alors, à mon avis, ça sera pas simple à intégrer, parce que de toute façon, tout ce qui est question SSO, authentification, c'est jamais simple. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse le faire, c'est le top. Ouais, ok. Alors après, il n'y avait plus forcément grand-chose. La dernier point, c'est forcément la partie graph, avec des nouvelles fonctionnalités ou des features qui étaient déjà disponibles en bêta et qui passent en GA, notamment la partie application permission pour installer ou upgrader des
des apps. On peut aussi uploader des apps ou faire du sideloading directement. La possibilité de créer des templates et puis d'autres fonctionnalités un petit peu plus avancées, mais en gros, c'est des apps qui étaient déjà disponibles depuis un moment en mode bêta, donc sur le endpoint bêta, et qui passent en V 1.0. Le fait de passer à des fonctionnalités passant 1.0, il y en a qui arrivent en bêta, donc la possibilité de lire les messages en one-to-one et les groupes messages, ça on pouvait pas le faire avant, donc c'est-à-dire lire les messages qui étaient auparavant, mais avant on pouvait pas le faire, on pouvait juste qu'envoyer des messages et on peut répondre directement aussi. Et la dernière chose, c'est l'arrivée des API pour Shift, qui était un produit autonome et qui est maintenant intégré dans Teams. Donc on a des API qui sont disponibles maintenant en bêta pour tout ce qui est management des shifts directement dans Teams. On peut rapidement, pour terminer, passer là-dessus, parce que je pense que ça, c'est aussi très intéressant. Je me souviens d'avoir eu pas mal de discussions avec toi et puis aussi le produit groupe sur cette partie-là. Mais on a maintenant la possibilité d'avoir quasiment les mêmes fonctionnalités que sur la partie cliente, j'entends desktop, sur la partie mobile. Et ça, c'est vraiment le top. C'est coming soon, mais ça va être vraiment intéressant de pouvoir développer une seule fois une application pour Teams qui va être à la fois disponible pour le client desktop et desktop web et la partie mobile. Donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités que sur le client PC, Mac, etc. avec la capacité pour les administrateurs de dire je vais mettre telle app dans le raccourci. Donc le petit raccourci qui s'affiche ici sur le slide, en fait, c'est quand vous faites un swipe up, il y a un il y a un menu qui s'affiche avec des applications plus spécifiques et on va pouvoir les customiser avec les app policy et puis lancer des applications personnalisées directement depuis le mobile. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Alors, je pense qu'on a fait un grand tour, puis je vois à peu près les sujets qu'on pourra aborder pour la prochaine fois. Peut-être juste évoquer un dernier point, c'est qu'on a lancé un groupe utilisateur orienté pour les éditeurs qui s'appelle Teams App Social Club. On va faire une première rencontre assez bientôt à Paris, et puis on va organiser d'autres événements dans la foulée. C'est un club vraiment pour pouvoir échanger entre éditeurs. Donc, c'est pas qu'on veut exclure les intégrateurs, mais en disant qu'on a des questions et des sujets qui sont plus spécifiques. Et puis essayer de se regrouper pour poser les questions à Microsoft et avoir un petit peu plus de poids vis-à-vis d'eux. Donc tous les gens qui sont dans cette logique-là de produire des apps pour Teams en mode éditeur, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse bosser ensemble. Voilà. C'est une super initiative, on ne manquera pas de relayer tout ça dès qu'on aura un petit peu plus d'infos. Ouais, avec plaisir. Bon super. Écoute Guillaume, merci encore de toutes ces infos et puis j'espère qu'on se retrouvera probablement avec les autres sur des sujets un petit peu plus vastes que le développement, mais toujours à propos de Teams. Mais je pense qu'on fera ça assez rapidement. Merci Alexis, à très bientôt. Ciao, Bye. Merci.